qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'une dent. Y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Et y a que deux, y a que deux. Ah bah voilà, toujours ça gâté nous met avec dans les- l'ambiance. les- Oui, vous êtes les- gâtés comme ouais. les dents, c'est excellent. C'est toujours trouver les Comment bonnes ça va, choses. Yann, ce matin? Ça va très bien. Ça va Alors- très bien, surtout que je sais que je vais avoir moins mal aux dents dans quelques années. Mais oui, alors quand on va chez le dentiste, en général, on appréhende, on se dit, oh là, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est pas la roulette russe, mais l'autre, celle Ouais, qui fait bien mal. La fraise. En fait, grâce aux innovations technologiques, on peut peut-être préparer le monde médical, donc Bien les sûr. dentistes, Bien à sûr. nous faire moins mal. Bah oui, c'est-à-dire qu'effectivement, un dentiste, il faut bien qu'il se fasse la main. Un jeune, lorsqu'il va exercer pour la première fois, il aura bien entendu beaucoup moins d'expérience que ceux qui ont nos âges et qui auront fait pendant de longues années des caries, etc. Là, il y a Monsieur Maki, professeur Maki, qui est au Japon, parce que c'est japonais et c'est lui qui l'a créé. C'est dit, dans l'université de Showa, on va essayer de créer un robot humanoïde. Alors, c'est un bout de tronc et surtout, bien entendu, une tête, mais vraiment qui se rapprochera au maximum d'un visage humain, d'abord. Donc, c'est en silicone, les dents en résine, et d'animer ce visage de telle sorte à ce qu'il réagisse au raté, au loupé, bien entendu, du dentiste. Et il y a même un truc qui est assez rigolo, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais un dentiste, lorsqu'il s'approche de vous, il vous laisse toujours une bulle d'air. Enfin, il n'est pas collé complètement. Parce que Non, sinon... tant mieux. Exactement, mais ce qui n'est pas toujours très facile de travailler de cette manière-là. bien sûr. Bien là, Anako, parce que c'est son nom, c'est le nom de ce robot, de cette femme robot, elle réagit, si jamais vous êtes trop près, elle cligne des yeux, etc. Elle peut, elle a énormément de réactions en fonction de... Et puis jusqu'au « ouch » quand vous C'est lui ça. touchez la C'est-à-dire que gencive. grâce à M. Maki, on n'a plus de sushi à se faire. On n'a plus du tout de sushi à se faire, il faut que je aller voir, c'est assez fantastique. On a profité du passage d'Anako à Paris pendant une journée et demie pour aller regarder comment nos futurs élèves vont travailler. My name is Hanako. Le robot s'appelle Anako et l'objectif en fait c'est de simuler un patient, ce qui va permettre à l'étudiant dentiste de pouvoir pratiquer sans prendre de risque sur un patient vivant. How are you feeling today? I'm not feeling very well. Open. Il y a des capteurs un peu partout, au niveau de la langue, même au niveau des dents. Et ça permet en fait justement de pouvoir prévenir des mouvements qui seraient accidentels de cet étudiant. Ouch. Sorry. Okay, open wide again. Yes. L'étudiant va apprendre à se placer par rapport au patient et va apprendre l'ergonomie de travail par rapport à ce robot. Ce patient robot va permettre en fait de reproduire les sensations que peut avoir un patient et réagir donc avec un pouls qui va s'accélérer parce qu'il a peur. Soit il va hocher la tête à droite ou à gauche, les yeux qui tournent ou même effectivement la main qui se lève parce qu'il a peur et il a mal. Pour commencer un traitement dentaire ou en orthodontie, on a besoin de faire une empreinte par alginate et que si cette alginate touche la luette du patient, eh ben, il y a le réflexe nauséeux et Anako a ce réflexe nauséeux. On a une carie en bouche. Le praticien, donc le dentiste étudiant, va venir travailler sur la dent, nettoyer la carie et donc créer une cavité de travail pour soigner. Cette cavité va être testée par une machine avec des lasers qui va permettre de reproduire la cavité et de savoir si ça a été bien fait. Un petit clin d'œil pour terminer. Oui, Yann, on ne pouvait pas se contenter de quelque chose de plus simple, plus minimaliste, finalement? Je me rends pas bien compte. Je pense que jusqu'alors, les dentistes devaient se suffire de choses minimalistes. Mais là, pour le coup, si on veut vraiment que ce soit un robot, il faut qu'il soit efficace. Il faut qu'on retrouve toutes les situations possibles lorsque vous êtes en train d'opérer, j'allais dire, sur un patient. En tout cas, ça intéresse les universités françaises déjà, qui ont rencontré Anako. Il faut savoir qu'Anako, là, vaut 100 000 euros. Hein, donc c'est un véritable investissement que pourraient faire certaines universités françaises pour pouvoir récupérer et justement permettre aux futurs dentistes de se faire la main. Et pour les orthodontistes également, parce qu'on va être capable de faire évoluer la dentition d'Anako et de comprendre qu'on peut peut-être d'une manière un peu différente qu'aujourd'hui avec des grands barbelés,
peut-être arriver à faire évoluer la mâchoire et les dents Alors vous qui êtes un des spécialiste, personnes. quand on voit, quand on fait la connaissance d'un acco, on se dit oulala, mais on peut aller beaucoup plus loin avec les robots finalement. On Maintenant. peut aller beaucoup plus loin et je peux vous dire juste que la santé est Ouais. en train d'exploser avec la technologie. Tant mieux pour nous. Hein. C'est une très bonne nouvelle et ça fait plaisir Ouais. de bon Et matin. c'est en train d'exploser. Revenez quand vous voulez, Yann, pour ces bonnes nouvelles. Bonjour Jean-Seb. Bonjour Laurent. Bon, on n'est pas tous des robots, la Non. preuve, dans Ah les non. disciplines sportives, on subit des échecs parce qu'on ne peut pas être toujours au top. En Ça sport. s'est passé comme ça sur les cours aux États-Unis. Déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas plu cette nuit à New York. Hein. Souvenez-vous, l'année dernière, on n'avait pas pu jouer. Donc, du coup, Oui. là, on a beaucoup joué, on a rattrapé le retard. C'est Il pas y avait enlevé pas quand mal même. de Français sur les cours. Des fortunes diverses. On va voir ça en images tout de suite. Avec d'abord la qualification de Gaël Monfils. Le Français était opposé à son compatriote Jérémy Chardy. Bon, il a bien géré, Gaël, puisqu'il s'est imposé en 3-7, 7-6, 6-3, 6-4. Monfils, donc, il continue l'aventure à New York. Ça passe aussi, vous allez le voir Laurent, pour Lucas Pouille, c'est lui. Mais ce fut dur, le jeune espoir français a eu besoin de 5-7 pour se débarrasser de l'Américain Donaldson. 6-4 au 5e set. Pouille, donc, lui aussi reste à New York, c'est une bonne nouvelle. Qualification également, on continue avec Adrian Manarino qui joue bien en ce moment, il a bien joué tout l'été, hein, Adrian Manarino. C'est passé encore cette nuit face à Berankis, le Lituanien, en 3-7, tranquille, 6-2, 6-4, 6-2. Bel été donc pour Manarino. Grosse déception en revanche, c'était il y a quelques minutes pour Jo-Wilfried Tsonga, éliminé par le Canadien Chapovalov en 3-7. Alors c'est un jeune espoir du tennis mondial, mais quand même ça fait des ordres de score 6-4, 6-4, 7-6. C'est déjà fini pour Jo-Wilfried Tsonga. C'est terminé en revanche pour lui et également pour lui Richard Gasquet, décidément. Le Français a été battu au premier tour de cette US Open par Meyer, l'Argentin, en 4-7, 3-6, 6-2, 6-4, 6-2. Là aussi, grosse déception pour Richard Gasquet. C'est fini également, vous allez le voir, pour Benoît Paire, le Français qui a pourtant livré lui un énorme combat contre Zverev. 5-7 quand même pour Benoît Paire. C'est dommage parce qu'il était très combatif. Dommage donc pour Benoît Paire. Chez les filles, ça passe pour Caroline Garcia, victorieuse de la Russe Alexandrova. Alors là, ça a été compliqué, mais la Française l'a finalement emporté en 3-7, 4-6, 6-3, 6-0. Voici l'un des beaux points du match. Pour être totalement complet, Laurent, sachez que Beneteau chez les garçons est éliminé, tout comme Mladenovic et Océane Dodin. Voilà pour le bilan des Français cette nuit. Pour les favoris, ça jouera la nuit prochaine. Bon, au chapitre déception, il y a les volleyeurs français qui étaient quand même champions d'Europe, quoi. Ouais, là, c'est pas une bonne nouvelle de la matinée, non. effectivement. Les Français qui sont donc éliminés de l'Euro, j'allais dire déjà. Ça s'est passé en quart de finale. C'était hier soir contre la République tchèque. Grosse contre-perf, là aussi. Les images tout de suite, avec donc des Français battus 3-7-1. Les Bleus qui étaient tenants du titre, vous l'avez dit. Énorme claque pour cette équipe de France, qui est quand même l'une des meilleures du monde. Beaucoup de fautes, beaucoup d'approximations. Et donc, la France, ce matin, qui quitte cet Euro, la tête basse. Du judo avec, ça c'est une bonne nouvelle, la première médaille française aux mondiaux de Budapest, elle est en bronze, elle est signée Hélène Recevaux en moins de 57 kilos chez les femmes. La Française de 26 ans, elle est en bleu sur ces images et elle a battu la Portugaise Thelma Monteiro sur ce mouvement. Voilà, cette victoire en tout cas lui offre le bronze. Je rappelle que Teddy Riner entrera lui samedi dans ces mondiaux. Allez, un petit mot de cyclisme à présent avec la Vuelta, le Tour d'Espagne, 11e étape, sans doute la plus difficile des étapes de montagne. Il y avait du brouillard, il faisait très frais hier dans les Pyrénées. Arrivé au sommet de Calar Alto et le vainqueur, c'est lui, vous allez le voir, le Colombien Angel Lopez de l'équipe Astana. Au classement général, vous me direz, pas de surprise, pas de problème pour cet homme. Le voici, Christopher Froome, toujours leader avec son maillot rouge. Il possède 1 minute 17 secondes d'avance sur l'Italien Nibali. Tout va bien pour Christopher Froome. Bon, il y a du foot ce soir, mais vous vouliez me parler de ski déjà? Du ski en été, c'est étonnant. Alors, c'est pas chez nous, je vous rassure, il n'y a pas encore de neige. Il faut aller un petit peu plus loin, il faut aller en Nouvelle-Zélande, parce que là-bas, figurez-vous que c'est l'hiver, ça s'appelle les Winter Games. Regardez, il y a de la neige déjà là-bas. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une Française qui a emporté le slalom. Elle s'appelle Estelle Alphand. Ça vous dit quelque chose, le nom? Alphand, ouais. Ouais, c'est la fille de son père, Luc Alphand, champion du monde. Elle a 22 ans et donc elle a remporté l'épreuve. Il faut dire qu'avec un prof comme ça, on skie forcément pas trop mal. Estelle Alphand, donc vainqueur hier du slalom des Winter Games. La voici. Allez, dernier mot, effectivement, vous le disiez, de football. Lui, c'est Kylian Mbappé. Donc les Bleus jouent ce soir un match amical contre les Pays-Bas. Ce sera au Stade de France à 20h45. Match de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Attention, Laurent, attention. Les Bleus ont été battus en Suède en juin. Ils n'ont absolument pas le droit de perdre ce soir. Victoire impérative contre les Pays-Bas pour espérer se qualifier. Très bien, qu'est-ce que vous êtes sévère alors? Merci complet. Jean-Seb.
Je rigole d'avance parce que aujourd'hui, quand on parle de rentrée scolaire, on n'imagine plus, eh ben oui, en 2017, qu'on a encore besoin de crayons, de gomme, de règles, etc. Et pourtant, Bien sûr. avant de taper sur votre ordi tout au long de la journée ou sur vos écrans, il faut savoir écrire. Mais oui. Et j'allais dire, c'est tant mieux et compter. pour certaines Et c'est tant entreprises mieux pour la françaises. génération montante. Et pour oui, l'économie. les fournitures scolaires sont absolument incontournables. Chaque année, il faut refaire les courses. Alors généralement, pour les parents, c'est un peu un passage obligé. Mais pour les enfants, c'est une grande joie Oui, de c'est se un retrouver grand avec moment tout de ce bonheur. matériel neuf qui compense un peu, bien sûr, le stress de la rentrée. Alors cette récurrence, justement, des fournitures scolaires, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle attise la concurrence, parce qu'évidemment, il faut innover pour séduire les enfants prescripteurs et aussi les parents décideurs. Et l'autre avantage, c'est que, eh bien, elle crée une histoire. Quelle est l'évolution des fournitures scolaires au cours des dernières décennies? Quels sont les produits phares qui ont marqué cette évolution? Comment on conçoit une fourniture scolaire? Quelles sont évidemment les innovations? Alors, pour répondre à toutes ces questions, on s'est rendu à Annecy. Pourquoi Annecy? Parce que c'est là qu'est installée depuis 70 ans, s'il vous plaît, une entreprise française, une manufacture qui fête son anniversaire. Et à 70 ans, on a quand même un petit peu de recul. Et qui donc conçoit et dessine 100% de ses produits et en fabrique une bonne partie. Donc les innovations, bien sûr, mais aussi les produits phares. Par exemple, des gommes. 80 millions de gommes sortent d'Annecy ou encore 30 millions de compas. Et des compas qui sont vachement bien. C'est plus comme avant, vous savez, où on avait la terreur de... Moi, Oui. j'ai eu beaucoup de mal, personnellement. Faire serrer la vis. Mais c'est ça, parce que le cercle, il finit jamais au bon endroit. Eh bien, ça, c'est terminé. Parce que ça aussi, ça a évolué. Regardez, direction Annecy. L'entreprise s'est vraiment lancée à travers le compas en métal, qui a été pendant 30 ans son unique domaine d'activité. Vous avez ici, par exemple, un compas traditionnel tel qu'on le trouvait il y a 30 ou 40 ans. Et maintenant, un modèle que nous venons de lancer, qui intègre des fonctionnalités de blocage des branches qui vont aider l'enfant à manipuler, à réaliser son cercle. La fabrication du compas, c'est un process assez minutieux qui va regrouper une dizaine de pièces, des petites pièces extrêmement précises, qu'on va ensuite assembler par des machines robotisées. Et c'est 30 millions de compas qui sortent de l'entreprise tous les ans. Des générations de Français ont connu cette gomme, qui se vend encore dans des très petites quantités. Les enfants préférant maintenant s'orienter vers des produits plus pratiques, plus ergonomiques, tels que ce modèle. Elle est essentiellement composée de calcaire, de plastifiant et d'huile. Elle sera fabriquée par une filière d'extrusion, donc un long filin qu'on va ensuite couper et emballer. Innover repose sur l'observation des enfants. On va dans les écoles et à partir de là, on est capable d'intégrer leur vécu du produit et leur apporter des solutions pour améliorer leur expérience et leur usage du produit. Par exemple, un râteau sur lequel tous les bouchons sont associés afin d'éviter que l'enfant ne perde son bouchon. Nous contrôlons à toutes les étapes la qualité du produit, dont la première est d'écrire durablement. Le banc d'essai nous permet de valider sur ce feutre, par exemple, qu'il va écrire 300 mètres, ce qui est nettement plus que la moyenne du marché. Nous avons introduit cette année cette petite gamme de bouteilles de peinture qui se caractérise par une excellente ergonomie, la facilité pour l'enfant de doser sa peinture dans la palette, ainsi qu'un très bon compromis entre une grande vivacité des couleurs et une excellente lavabilité. Dans notre domaine, inventer est difficile. On est très encadré par la liste scolaire qui contraint les achats. Donc on va plutôt se concentrer sur l'amélioration de l'existant par l'ergonomie, par le confort et par la fonction. Oui, c'est vrai qu'on a du mal. Qu'est-ce que vous sortez là? Regardez, Laurent, je vous ai apporté une petite gomme pour votre bureau. Et là, il y en a combien de mètres? Alors, je dirais à peu près 1,50 m. Ouais, un peu plus. Mais chez vous, vous savez, peut-être sur un les peu trompes de plus. chasse, il y a 3 mètres de tuyaux. Hein. Ah, d'accord. Donc, Ah, ça ça. sort directement de la ligne de fabrication d'Annecy. C'est pour vous montrer un peu la façon dont les produits sont fabriqués. Succès à 80 l'étranger, millions. parce que j'ai l'impression qu'effectivement, ils sont un peu précurseurs. C'est eux qui Oui. initient les modes, finalement. Oui, absolument. Par exemple, ce sont les rois du compas, les rois de la gomme. Il y a aussi 500 millions de crayons de couleur qui sont fabriqués chaque année. Le crayon de couleur, c'est incontournable, produit phare. Et oui, on exporte. Oui, cocorico, ça fait plaisir, ça fait du bien. On sait que les produits français
on le vend en poupe dans toute catégorie d'ailleurs économique et bien sûr aussi dans les fournitures scolaires. Et même s'il n'est pas facile d'innover, parce qu'on l'a vu, c'est vrai que la liste scolaire encadre beaucoup les services de recherche et développement des entreprises. Il n'empêche qu'on a pu voir quelques innovations, entre autres dans cette entreprise, qui sont super pratiques parce que ça séduit les enfants avec de vives couleurs et ça rassure les parents. Merci. Quand c'est lavable, vous avez de quoi là? Là, on a quelques années de bureau devant nous. Voilà, non, ce n'est pas une guimauve, je vous le confirme. Merci Isabelle Rebet, parce que pour aller acheter votre journal chez le marchand ce matin, si c'est le cas, sans doute avez-vous vu la une du Figaro qui titre sur l'islamisme et la radicalisation qui gagne du terrain à l'école, avec le témoignage d'un principal de collège. Le phénomène en Belgique, où l'on va rejoindre Valérie Lerouge, le phénomène existe aussi. Mais alors là, dites-moi Valérie, bonjour, j'ai été super surpris de voir que ça touchait, ça gagnait du terrain, mais pas dans les collèges, c'est carrément à l'école primaire, voire même dans les écoles maternelles. C'est ce qu'on a constaté en Belgique. Oui, c'est le constat du réseau d'experts de l'islam. C'est un collectif lancé pour aider les écoles flamandes à lutter contre la radicalisation. Et dans un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en Belgique, eh bien, il constate que dans une école maternelle, donc des gamins de 5-6 ans, eh bien, profèrent des propos choquants à l'égard de petites filles notamment, ou à l'égard de copains non musulmans qu'ils traitent de cochons par exemple. Ce sont des propos auxquels n'étaient pas habitués quand même les enseignants jusque-là. Ça a donc fait beaucoup jaser, ça fait débat également. Reportage à René, c'est là où ça s'est passé, dans cette école maternelle, avec Sylvain Winans, Pauline Coiffard et nos confrères de la RTBF. C'est une petite ville très tranquille, de 25 000 habitants, proche de la frontière française. Et son école maternelle est tout aussi calme. Ses instituteurs ont donc été d'autant plus surpris des comportements et des propos de certains enfants de confession musulmane durant la dernière année scolaire. Si vous regardez les témoignages de l'institutrice, il y a par exemple des cas de récitation de versets du Coran dans la cour de récréation. Autre exemple, il y a les vendredis où ils ne viennent pas à l'école parce que c'est le jour de la prière. Il y a aussi des enfants qui auraient proféré des menaces à d'autres parce qu'ils ne sont pas croyants. Des propos pris très au sérieux par le bourgmestre, le maire de la commune de René. Pour l'instant, il s'agit de 6 familles environ pour lesquelles le problème se pose. Ces familles vont être questionnées à propos de leur comportement, car il est clair que ce genre de choses ne peuvent être tolérées et que nous ne les tolérerons pas. Est-ce que ces comportements d'enfants si jeunes augurent de dérives plus graves à l'adolescence? Faut-il s'en inquiéter? Les pédopsychiatres relativisent. Pour se construire une identité, eh bien, nous passons par le fait d'imiter les autres, de pouvoir capter les messages que nous recevons, essentiellement la famille. Et donc ici, nous devons davantage nous interroger, non pas tant sur l'enfant lui-même, dans ce qu'il représente là, mais dans effectivement ce qu'il reproduit de ce qu'il a perçu par ailleurs. Les parents des enfants concernés ont été rencontrés et les instituteurs belges sont sensibilisés plus que jamais à repérer les comportements anormaux de leurs élèves dès le plus jeune âge. Oui, c'est effectivement très étonnant comme révélation. Ça les touche de plus en plus jeunes. Valérie, quels sont les moyens mis en place finalement pour lutter? Est-ce que les choses ont évolué depuis les attentats et les dernières révélations qui ont suivi? Ne serait-ce que l'existence de ce réseau d'experts de l'islam et de ce rapport en dit déjà long. Ils ont reçu 480 demandes d'aide d'écoles ou de collèges l'an passé, ou depuis 2 ans depuis leur lancement. Plus concrètement, il y a eu aussi, pas plus tard qu'hier, une annonce faite par le gouvernement fédéral pour aider la commune de Molenbeek, la commune tristement célèbre d'où étaient partis les djihadistes pour les attentats de Paris et de Bruxelles. 100 000 € donc pour aider à repérer les ados radicalisés, pour les aider à se retirer de ces groupes radicaux et violents. Ça passe par plus d'hommes sur le terrain, plus d'acteurs de terrain, d'éducateurs notamment. C'est un test, évidemment, il devra être élargi aux autres communes concernées. Molenbeek n'a malheureusement pas le monopole. Si le test est probant, en tout cas, ça devra être élargi. Merci beaucoup Valérie, merci, passez une bonne journée. Bonjour mon cher Patrice. Alors Bonjour, je pensais ce matin qu'il n'y en aurait que pour lui, président de la République, mais non finalement.
dans la presse. Oui, sujets, et puis ouais. en plus, tout le monde a tartiné depuis hier soir sur le président. Donc ça, c'est fait. On va parler d'autre chose. Et moi, je vais vous dire que c'est le jour J, à bien des titres, jeu de mots. Jour J pour les ordonnances de la réforme de la loi travail. Jour J pour les Bleus, on vient d'en parler. France-Pays-Bas, c'est ce soir au Stade de France. Victoire impérative. En fait, c'est un peu tout le temps le jour J. Hein. Demain, jour J pour les enseignants, avec la pré-rentrée. Lundi, jour J pour les 12 millions d'élèves. Et c'est ce jour J-là dont j'entends vous entretenir, en commençant par un chiffre pêché dans Valeurs Actuelles, dont le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, fait la une. Le chiffre, le voici, 140 000. Chaque année, 140 000 élèves sortent du système scolaire les mains vides. Alors, pour en arriver là, eh bien, il faut s'y prendre tôt. Et de fait, vous lirez toujours dans Valeurs Actuelles que 40% des élèves de CM2 ont du mal à comprendre un texte court. Alors, un texte court, c'est quoi ? Eh bien, c'est par exemple le résumé d'un film dans un programme télé ou encore le mode d'emploi d'un médicament. Le ministre a eu l'idée de faire distribuer en urgence 150 000 exemplaires des fables de La Fontaine. Alors pourquoi pas, hein, La Fontaine, c'est juste un génie. Et les fables, ça fait effectivement partie des livres dont on se souvient. Car ça, c'est un critère. Si, quand on a grandi, aucun livre n'a marqué votre mémoire, eh bien c'est qu'il y a un petit problème. Lirez-vous dans Valeurs Actuelles. Alors, l'hebdo avance 1001 explications. L'une est surprenante. Partant du postulat que les filles lisent plus que les garçons, les éditeurs jeunesse copient les standards de la presse féminine. On met des petites filles en couverture, des fées, des princesses. On insère des rubriques shopping, etc., etc. Bon, j'arrête là parce que je vais réveiller les théoriciens du genre. Mais bon, enfin, vous voyez où est le problème, quoi. Notamment par rapport aux garçons. Autre souci, les écrans. Ils se substituent toujours plus aux livres, alors qu'un enfant qui lit est davantage stimulé dans les aires cérébrales liées au langage et à l'abstraction. D'ailleurs, sur le sujet, je vous renvoie à l'interview que le ministre accorde à Paris Match. Décidément, il est partout. Sa consigne, pas d'écran avant 6 ans. Alors, à propos de ceux qui décrochent, je conseille aussi vivement la lecture du 1. On y constate que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il y a 1000 manières de décrocher à l'école. On peut décrocher comme Cédric, parce qu'on est le souffre-douleur d'une bande de crétins et que les enseignants s'efforcent de ne rien voir. On peut décrocher comme Suzanne, parce qu'on se sent différente. À l'école, dit-elle, j'avais l'impression d'être un mouton. Si tu es toi, ça ne marche pas à l'école. Tu t'assois, tu écoutes et tu te tais. Alors on peut aussi décrocher comme Moussa, parce qu'on est une petite frappe. Il est intéressant le témoignage de Moussa, parce qu'il dit... Mes parents m'ont envoyé au bled, au Mali. Pendant 2 ans, je suis allé à l'école coranique. Ça m'a calmé. Là-bas, j'ai ouvert les yeux, dit-il. Je me suis rendu compte ce que c'était vraiment la vraie galère. Et puis, on peut décrocher comme Kate, parce qu'on est une enfant battue. Alors, Kate, elle est au CE2. Donc, au CE2, on a quoi, 8 ans ? Lorsque sa maîtresse remarque qu'elle a une blessure au crâne, la gamine lui explique qu'elle a pris un coup de marteau sur la tête. Elle le lui dit, hein. L'enseignante convoque les parents qui expliquent en fait que c'est un accident et je n'ai jamais plus osé demander de l'aide, dit-elle. Ce jour-là, j'ai perdu confiance en l'école. Alors tout ça nous renvoie, pour finir, à la une de Télérama. Les enseignants sont-ils bien formés ? Je regarde, je peux vous dire, c'est compliqué, c'est dense. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, c'est une façon d'entrer en matière, comme on dit, et dans la rentrée scolaire aussi. Allez, on va... Donc passer ce chien, je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Et en parlant de Mirza, je parle pas de vous, Laurence, hein, ça tombe bien. Moi, parce qu'il y a une étude, oui, c'est ça. Il y a une étude justement qui montre que c'est assez étonnant, beaucoup de salariés dans les entreprises aimeraient bien amener leurs animaux de compagnie, presque 1 sur 2. Or, il me semblait, moi, que c'était interdit, parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. J'ai connu, effectivement, les animaux de compagnie qui arrivaient dans les boîtes, et apparemment, les gens s'en sont plaints, les uns et les autres, ce qu'on peut comprendre, et ils ont disparu. Ouais. Mais, apparemment, ça ferait pas de mal de les faire revenir. Ça ferait pas de mal de faire revenir les chiens au bureau. Alors, au niveau du code du travail, Pas les rien. Les chiens ou les chats ou tous D'accord. les animaux ou votre hamster ou votre Mon lapin. éléphant, non. Lapin, non. Non, Bon. ça rentre pas trop. Alors, dans le code du travail, rien n'est stipulé. En revanche, c'est dans le règlement intérieur, Interne, bien sûr. interne des entreprises qu'il est stipulé si on a le droit ou pas d'emmener son chien dans l'entreprise ou son animal de compagnie. Après, il y a une histoire de cohabitation et de bien vivre, de savoir vivre ensemble. 16% des entreprises en France autorisent déjà la venue d'un animal de compagnie, mais selon un sondage IFOP, eh bien, 44% des salariés souhaiteraient emmener leur chien sur leur lieu de travail. Alors pourquoi c'est intéressant de s'y atteler? Parce qu'une dernière étude scientifique
prouve que la présence des chiens sur les lieux de travail est très bénéfique pour la santé et pour la psychologie des salariés. Le travail serait plus prolifique, ça augmenterait l'engagement, la fidélité, le bien-être des salariés. Alors on a soumis cette étude à une psychologue et on a rencontré un petit toutou. Je vous présente Lucky. Une petite chienne que j'ai depuis mai de l'année dernière, donc ça fait moins d'1 an. Et bonjour! Qui vient de la SPA, qui avait été un chien maltraité et affamé. Là-bas, il l'appelait la petite misère. Ben, vous voyez que la petite misère, elle a pris un petit peu en force. Qu'est-ce que t'as fait? Des bêtises? Ouh là là, comment ça va? La présence de l'animal est une présence rassurante. Le fait d'être rassuré augmente le niveau de concentration et augmente le niveau de productivité, qui est un cercle vertueux parce que ce niveau de productivité, quand vous le sentez augmenter chez vous, ça crée une meilleure confiance en soi. Et parfois même, ça peut même aller jusqu'à un sentiment de plénitude. C'est une chienne qui est très calme. En fait, comme c'est une chienne qui a été pas très heureuse avant, je pense qu'elle cherche à me faire plaisir quoi qu'il arrive. Donc c'est un bonheur d'avoir cette chienne parce que quand elle voit que je suis heureuse, elle est heureuse. Quand elle voit que je suis triste, elle l'est un petit peu. Mais c'est une chienne qui bouge pas, qui me suit. Voilà. Cette présence rassurante dans un lieu de travail qui est un lieu par définition qui peut être conflictuel, qui est un lieu où il peut y avoir du stress. Et l'animal calme le stress, simplement par sa présence. Et puis, si on a envie à un moment donné de se déconcentrer et de regarder un petit peu ailleurs, l'animal est là pour vous rassurer. Il suffit de se pencher, de le caresser et ça rassure. L'avantage d'avoir un chien au bureau, c'est qu'elle permet d'apaiser toutes les situations. C'est-à-dire que quand les gens ne peuvent pas se parler directement, en fait, ils parlent au chien. Et comme ils parlent au chien, ils finissent par se parler. Les personnes qui ont des animaux ont en commun d'aimer leurs animaux. Et c'est ça qui fait le lien, qui fait le début de la conversation. Donc ils vont parler du bien-être de leur animal, de choses qui vont les rassembler, parce qu'il n'y a pas de contradiction dans les sentiments qui sont exprimés au moment de cet échange. Ah, il paraît que dans les zoos, ça le fait moins. Sinon, on a compris pour la France qu'il en était. Grande mode aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis, outre-Atlantique, et on sait que les Américains Ils s'y attendaient, parce qu'ils ont les cimetières pour chiens, ils ont. Voilà, etc., et puis ils sont très doués pour la productivité dans l'entreprise. Les Américains, ils ont tout compris. Une latitude qui diminue le taux d'absentéisme dans les entreprises. Eh bien, outre-Atlantique, le phénomène est ancré depuis déjà 10 ans. Le 24 juin, toutes les entreprises participent à une grande journée Take Your Dog to Work, qui autorise le personnel à emmener son animal au travail. Et selon une étude récente américaine, une entreprise sur 5 autorise déjà là-bas les chiens au travail. Merci. Bonjour Caroline Roux, qui est en compagnie, j'ai cru vous voir arriver avec Gérald Darmanin. Il est là, c'est le ministre des Comptes publics et vous le savez, c'est le jour J pour le gouvernement qui va présenter le contenu de la loi travail, le jour aussi choisi par Emmanuel Macron pour accorder une interview fleuve 20 pages. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Est-ce que la réussite du quinquennat se joue aujourd'hui ? Non, la réussite du quinquennat, elle se joue chaque jour et a commencé par le lendemain de l'élection présidentielle où Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen qui a fait 11 millions de voix. La vraie réponse, Gérald Darmanin, c'est un jour important, vous le savez bien. Tous les jours sont importants, mais aujourd'hui particulièrement parce que le Premier ministre annonce ses ordonnances à la loi travail. Mais pendant 5 ans, le quinquennat d'Emmanuel Macron va connaître la transformation du pays et tous les jours sera important pour le gouvernement. Bon, la loi travail, c'est une réforme comme une autre, c'est ça que vous nous expliquez ce matin. Non, la loi travail, aujourd'hui, elle permet de comprendre la philosophie du gouvernement qui consiste à la fois à la transformation du pays, le changement radical de nos habitudes, parce qu'il faut mettre fin au chômage de masse, qui est le grand problème depuis 30 ans de notre pays, et en même temps protéger les salariés, augmenter leur pouvoir d'achat. La loi travail, c'est la première pierre angulaire. Le président de la République a dit que la réforme du travail, c'est la mère des batailles, mais c'est une journée comme une autre, une journée de travail. Est-ce que ce soir, il y aura des gagnants et des perdants ? Je ne le pense pas, parce que je pense que ce qui va gagner, ce sera l'économie française, et donc la France et les Français. Il y a aujourd'hui un équilibre entre ceux qui souhaitent seulement libérer l'économie, c'est pas ce que nous pensons, et seulement protéger
les salariés. C'est pas ce que nous pensons. Il faut à la fois libérer et protéger. C'est ce qu'a proposé le Premier ministre. Si c'est un texte équilibré, si tout le monde est content à la sortie, c'est que c'est pas une réforme. Nous verrons bien. J'ai pas l'impression que tout le monde soit content à la sortie. En revanche, je constate qu'il y a un certain nombre de représentants syndicaux qui considèrent qu'il y a des avancées dans ce texte. Vous pensez à Jean-Claude Mailly, de Force ouvrière notamment, qui dit qu'il ne manifestera pas aux côtés de la CGT. Je note que plusieurs syndicats considèrent qu'il y a des avancées pour les salariés, qu'il y a des protections pour les salariés, qu'il y a un meilleur dialogue social en entreprise. Vous savez, quand certains syndicats qui aujourd'hui souhaitent contester, et ils ont tout à fait le droit de le faire, et en France, le droit de contestation, de manifestation est reconnu et c'est heureux, disent qu'il faut plus de dialogue. Justement, cette réforme, elle va permettre plus de dialogue social dans l'entreprise, dans la branche. Alors je pense qu'il faut faire le pari du dialogue, il faut faire le pari de la modernité. Bon, vous avez lu, forcément, vous avez lu les 20 pages de l'entretien d'Emmanuel Macron accordé dans Le Point. C'est un mot sur l'initiative du président de la République. C'est le début d'une reconquête. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'initiative d'Emmanuel Macron? Il y avait besoin qu'il parle aux Français. Il y a une explication forcément importante du président de la République qui met de la cohérence dans l'action gouvernementale. Maintenant, comme il le dit d'ailleurs très bien, 100 jours, 4 mois, c'est pas un moment où on peut tirer un bilan. Le bilan, c'est 5 ans. Le bilan, c'est la transformation du pays. Il y a la loi travail, il y a eu la loi de moralisation, il y a eu la loi sur le terrorisme. Nous préparons un budget de transformation et de pouvoir d'achat. Nous organisons la vie économique du pays pour que ça aille mieux et qu'il y ait moins de chômeurs. Bon, il ne va pas vous faciliter la journée, Emmanuel Macron, parce qu'il y a quelques déclarations qui vont être compliquées à expliquer. Le président de la République dit qu'il veut aller plus loin sur la question des APL dans Le Point. Est-ce que aller plus loin, ça veut dire aller jusqu'à la suppression, la disparition des APL? Bien sûr que non. Aujourd'hui, la politique du logement, en tout cas pour les APL, c'est 18 milliards d'euros. 18 milliards d'euros, c'est énorme. Et pour autant, il y a toujours autant de mal logés en France, toujours autant de difficultés pour les familles françaises dans des zones denses, dans des zones urbaines, à se loger correctement. Et les APL, elles ont, par un système un peu absurde parfois, augmenté les loyers. Alors il faut faire l'inverse, il faut trouver ce qui fonctionne, travailler avec les bailleurs sociaux. Julien de Normandie et Jacques Mézard travaillent la réforme des APL pour permettre de baisser les loyers. Ça veut dire quoi, une réforme des APL? Ça veut dire qu'il faut donner donner que vous le savez bien, qui a crispé un peu les Français cet été. Ça veut dire qu'il faut arrêter de faire du paramétrique, ce qu'on appelle budgétairement, c'est-à-dire moins 5 euros, moins 3 euros. C'est le contraire d'une bonne réforme. La bonne réforme, c'est revoir de fond en comble les aides qui doivent être nécessaires pour ceux qui en ont vraiment besoin, notamment dans les zones denses, notamment dans les zones urbaines, notamment pour ceux qui travaillent, et permettre effectivement de dépenser moins d'argent public, mais de mieux le cibler. Et vous savez, ça veut dire, pardonnez-moi, c'est important, ça veut dire les APL, mais pas pour tout le monde, ça veut dire quoi concrètement? De toute façon, la politique du logement, ça ne peut pas être que des allocations ou des APL. Ce que est en train de faire le gouvernement, c'est comme pour la loi travail, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de libération de foncier, de construire plus, de mieux travailler avec les bailleurs sociaux, de faire un logement moins cher en France, d'arrêter avec un certain nombre de normes qui empêchent la construction. En le disant, ça a l'air très facile vous donc dites en gros, on va baisser les loyers, et c'est ce que dit aussi, Emmanuel Macron. Il faut aller vers une baisse des loyers, Bien changer sûr. La politique du logement en France. Lorsque je suis devenu étudiant Oui. à Lille, mon propriétaire m'a demandé le montant de mes APL, je m'en souviens très bien, pour fixer le loyer. Il faut arrêter avec cette politique inflationniste où l'État, en donnant une allocation, qui est parfois nécessaire pour un certain nombre de Français, parfois conduit à l'inflation des loyers pour les propriétaires. Ça passe par une baisse des APL. Ça passe par une refondation des APL. Il y a 18 milliards d'euros. Il faut sans doute dépenser moins et faire totalement autrement. Par une baisse des APL. Ça passe autrement. Mais je pense que... je ne comprends pas alors. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a augmenté depuis des années un certain nombre de budgets. Et ce n'a pas augmenté l'efficacité de la dépense publique. Ça, c'est clair. Il faut donc transformer le pays. Regardez ce que fait le président sur la loi travail. Il transforme le pays, il fait autrement. Il change le paradigme, il change la donne, parce que des millions et des millions d'euros qui ont été mis sur la table ont conduit simplement à autant de chômeurs aujourd'hui. Quand il dit, à propos des contrats aidés, c'est une subvention déguisée aux collectivités locales. Les collectivités locales, elles en ont besoin des contrats aidés. Qu'est-ce que ça veut dire là encore ? Le président de la République a dit qu'il y avait des contrats aidés qui étaient utiles et des contrats aidés qui l'étaient moins. Et il a tout à fait raison de le dire. Moi, je suis un élu local. Et il y a des élus locaux qui ont utilisé parfois les contrats aidés, des contrats subventionnés à 100%, bien sûr, pour rendre des services publics, mais qui malheureusement n'ont pas offert aux jeunes des quartiers, aux personnes qui ont des difficultés sociales importantes, des gens qui depuis longtemps sont au chômage, autre chose qu'un contrat subventionné. Nous, ce que nous voulons, c'est former, qualifier pour avoir un travail qui soit dans l'entreprise. Et c'est très différent. Alors il faut absolument que
le paradigme qui consiste à aider que des contrats subventionnés se transforme en formation pour les gens Il y a dans une phase qui est l'entreprise. compliquée, c'est cette phase de transition où les collectivités locales ont besoin de ces contrats aidés. On le voit, les problèmes que ça pose pour la rentrée scolaire, notamment dans quelques municipalités. Mais vous le dites, mais vous savez, la rentrée scolaire, elle se fera toujours avec des difficultés parce qu'il est normal que les parents, les enfants, les collectivités locales souhaitent le faire dans les meilleures conditions. Mais je suis élu local et je vois moi-même qu'avec un petit peu d'organisation, en luttant contre la précarité, on peut les aider et on aidera les élus locaux, Vous êtes élu évidemment. local, justement. Comment est-ce que vous expliquez sur vos terres, à Tourcoing, qu'il est indispensable de réformer l'impôt sur la fortune ou de mettre en place une flat tax sur l'impôt sur le capital, de 30% sur le capital. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui vous disent c'était moins urgent de baisser la taxe d'habitation ou de faire en une seule fois la baisse des cotisations sociales? D'abord, nous le faisons en même temps. À la fois, nous supprimons une partie de la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est-à-dire ceux qui payent 600 € de taxe d'habitation cette année paieront 400 € l'année prochaine, 200 € de pouvoir d'achat pour les classes populaires. Et je dis aux habitants de Tourcoing, regardez de l'autre côté de la frontière, tous les riches sont partis en Belgique. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Vous souhaitez qu'on continue à ce que des gens qui ont de l'argent arrêtent d'investir dans les usines françaises? Et ils vous croient quand vous Mais leur dites ils voient qu'il y a aujourd'hui un pourcentage de chômage qui n'a jamais été celui de l'économie française. Ils voient aujourd'hui que ça ne marche pas. Ils voient aujourd'hui qu'ils ne peuvent attendre que, malheureusement, dans certains contrats aidés, pour pouvoir subsister. Ils voient bien que l'économie française ne fonctionne pas. C'est compliqué à faire passer, sincèrement, Gérald Darmanin. C'est compliqué ou pas à expliquer? Mais bien sûr que c'est compliqué puisque vous transformez la vie d'un pays. Et vous disiez tout à l'heure que vous-même qu'une réforme sans effort, une réforme sans interrogation, ce n'était pas une réforme. Bien sûr que c'est compliqué. Et en même temps, il faut du courage. Le président de la République a parlé d'héroïsme politique. Je pense qu'il faut effectivement expliquer aux Français que si la situation politique a conduit Mme Le Pen au second tour avec 11 millions de voix, c'est que ça ne va pas bien. Et je pense qu'il est heureux d'expliquer aux Français que nous transformons le pays. Juste quand est-ce que vous quittez le parti Les Républicains? Bon, ça ne m'intéresse pas tellement puisque j'ai l'impression de vivre en profonde corrélation avec mes convictions. Et j'ai compris qu'ils allaient essayer de nouveau de m'exclure, mais ça fait 4 mois qu'ils le disent. Bon, merci beaucoup, Gérald Darmanin. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, bonne journée à Bonne tous journée les deux. Bonjour, j'avais oublié mon stylo, mes fournitures scolaires. Bah oui, on même des choses, on prend toujours des petites notes, vous savez, c'est pas parce qu'on a des écrans qu'on se passera à l'école, entre autres, des gommes et des crayons. Bloc-notes avec les TV d'ailleurs, les télévisions d'ailleurs. On va faire un petit tour en Afrique du Sud, qui innove parfois depuis justement les fameuses émissions de télé-réalité. Moi, je me souviens de séries aussi, et ce sont souvent des pépites. Ce sont souvent des pépites, et là, en tout cas, ils sont assez novateurs, effectivement, avec le programme dont on parle aujourd'hui. C'est simple. On va dire que dans la vie, il y a deux milieux, deux professions, deux tendances qui fascinent et qui font encore rêver les foules. C'est quoi? Vous avez la musique, être rockstar, musicien. Et sinon, vous avez quoi? Vous avez le cinéma, être acteur. Voilà. Eh bien, alors justement, en Afrique du Sud, ils ont créé une télé-réalité consacrée au cinéma. Et ça, on l'a pas vu. Si vous avez jusque-là vu de nombreux télécrochets, où vous voyez de jeunes musiciens concourir, eh bien là, en tout cas, des apprentis comédiens, c'est effectivement la première fois qu'on voit ça. C'est sur la chaîne SABC 3. Et c'est une chaîne sud-africaine qui produit aussi beaucoup de séries. Et donc, du coup, ils partent à la chasse de jeunes comédiens, d'apprentis comédiens, avec dans l'idée, à la clé, un gain qui n'est pas anodin, puisque c'est tout simplement un contrat pour jouer dans des séries produites par la chaîne. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est? Quels sont les défis qu'on peut relever quand on joue, quand on concourt dans une télé-réalité pour être comédien? Eh bien, en fait, on va vous apprendre, on va vous demander d'apprendre un script en 15 minutes, d'improviser des personnages. C'est assez intéressant et ça peut être d'ailleurs beaucoup plus profond parfois, parce qu'ils jouent avec des silences, ils jouent avec des décors qu'on ne voit pas nécessairement dans les télécrochets habituels. Enfin, ça reste leur casting qu'ils mettent à l'antenne, finalement. Totalement. Et ben, totalement. D'ailleurs, vous allez le voir dans... Un côté masterclass, quoi. Et ben, c'est totalement ça. Et ce qui est sympa, en revanche, ici, c'est que vous allez voir que les juges, quand ils castent, eh bien, en fait, ils vont jusque chez les gens. Je vous propose de regarder immédiatement un extrait. Shauna. Ladies and gentlemen, we are in the beautiful Pietermaritzburg where we've come to headhunt for more talented people to make it into the final cut. You don't understand. What do you mean you getting a divorce? This cannot be happening to me. You can't choose that dog over me. You know what? I'm just gonna let you sit there for a few days. Hello, guys. Really?
This is how you thank me. I think it's better if I kill myself. I really enjoyed your performance a lot. You were very engaged emotionally, so I can confidently say that I'll see you on Sunday. Welcome to the first day of the Peter Maritzburg auditions. This is the final cut. Oui, donc ça a commencé à être diffusé déjà. Oui, oui, totalement. Ouais, okay. Et comme vous voyez, et vous l'avez dit à l'instant, c'est que finalement, ce sont les codes absolus des télécrochets habituels. Donc de longues files d'attente, des gens qui tentent leur chance. Tout ça, c'est du jamais vu. Or, quand ils passent ces castings, je vous assure qu'ils ont réussi, dans cette télé-réalité, à installer des tensions et des moments où vous avez l'impression, en tant que téléspectateur, d'être quasiment indiscret, d'être en fait caché dans les coulisses et de percevoir vraiment le stress de tous ces jeunes gens. Et je vous assure, voilà, on voit des jeux puissants, on voit des ambiances tendues, et puis on voit d'autres choses qu'on n'a pas vues, comme par exemple des cours. Voilà, le cours d'un professeur, d'une comédienne, d'une actrice professionnelle, le genre de cours, de conseils qu'ils peuvent donner aux jeunes gens. Et là, encore une fois, vous êtes un petit peu bluffé. On ne s'attend pas nécessairement à cette ambiance-là. Tell me how this is going to help me. Hey, don't tell me to calm down. No, I'm sorry. It's not easy finding a good man. Manji, no. Okay, I have 19. 19 was amazing. Yeah. I also like to. I'd like you to come into the center here and find a partner. I'd like you to hold your hand up in front of your partner like this, right? And 3, 2, 1, go. Slowly. Good, good. Find your own space in the room. Feel the energy and the tension between you and the person holding the hand up. Much slower, leader. Occuper l'espace, voilà. On papote pendant les extraits, on commente. C'est vrai que c'est une chaîne qui était plus connue pour les séries, c'est ça? Alors, connue pour les séries et puis du coup pour son impact au niveau des populations. Alors là, c'est pas une implication avec des problèmes de société, mais en tout cas, on apprend aux gens à occuper l'espace et on leur apprend à ressentir des émotions, même derrière le petit écran. Voilà, c'est diffusé en Afrique du Sud, mais pas que, parce que les chaînes sud-africaines ont plus de moyens que celles des pays voisins, bien souvent, et diffusent effectivement sur toute l'Afrique australe. Donc, il y a très souvent, je vais dire, un gros potentiel de téléspectateurs. Alors, si vous faites un petit tour en Limousin, et plus précisément vers la charmante ville de Bellac, là, l'actualité, ça va être l'élevage ovin, comme on dit très précisément. Oui, parce qu'il y a un salon qui aura lieu la semaine prochaine qui s'appelle Tech Ovin. C'est mercredi et jeudi prochain et c'est vraiment une fête populaire autour du mouton, de l'agneau, etc. Vous voyez leur site web, par exemple. Il y a même un concours de selfie. C'est-à-dire vous devez faire une photo avec un mouton, un agneau ou une brebis. Vous la postez sur le site et vous pouvez gagner 100 € quand même, c'est pour la meilleure. Il y a également un concours des meilleures astuces de berger pour se faciliter la vie dans les exploitations, un concours des innovations techniques, etc. Donc tout ça est à Bellac, à 40 km au nord de Limoges, dans la Haute-Vienne, mercredi et jeudi prochain. Je vous renvoie à leur site web qui est très bien fait, qui s'appelle techovin.fr, tech, T-E-C-H, comme technique. Voilà, donc malheureusement des astuces de berger dans les alpages, il en faut pour essayer de maintenir l'élevage ovin parce qu'il y a de nombreuses menaces contre les troupeaux et contre la filière en général. Je vais évidemment vous parler des ours et des loups. On va d'abord voir des ours. Des ours, bon, il n'y en a que quelques-uns. Ils sont dans les Pyrénées. Donc les attaques par les ours, c'est bien sûr dommageable pour les éleveurs qui sont touchés, mais il n'y en a quand même pas tous les jours. Ça reste encore assez rare. Le vrai gros problème de prédateurs en France, c'est de plus en plus les loups. Regardez, réapparus au-dessus de Nice par la frontière italienne en 92. Ils sont montés. Maintenant, ils sont jusque dans la Meuse et les Vosges. Donc il y en a vraiment de plus en plus, probablement plus de 300 loups désormais en France, alors qu'ils avaient été totalement exterminés dans les années 30,
notamment par empoisonnement, parce que déjà, ils mangent le bétail. Et puis aussi, ils avaient la rage à l'époque. Donc, terrible menace avant Pasteur, avant la fin du 19e siècle, comme il n'y avait pas de vaccin. Quelqu'un qui était mordu par un loup enragé, il savait qu'il allait mourir dans d'atroces souffrances. Donc, évidemment, les loups n'étaient pas populaires, donc on les a exterminés. C'est le moins qu'on puisse dire. À partir de 1930, il n'y avait plus de loups en France et on en a pris l'habitude. L'habitude qu'il n'y ait plus de prédateurs. L'habitude, par exemple, que les petits-enfants puissent aller à l'école et non pas garder les troupeaux, puisqu'on pouvait laisser à partir de maintenant les troupeaux en liberté. Oui. Voilà, pas surveillés. Donc, gros problème avec les loups. Maintenant, les bergers disent, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez qu'on retourne dormir toutes les nuits d'été dans des cahutes Comment on va faire Ailleurs, c'est ce qui se fait, hein, voilà. Canada, en effet, Italie. mais bon, c'est quand même une vie très particulière. Et puis, il n'y a que ça qui marche, la présence humaine, parce que les chiens, ça suffit pas. Même la présence humaine, il y a des bergers qui disent que les loups se sont approchés d'eux à moins de 30 mètres, hein, quand même. Donc, c'est quand même un animal qui a de moins en moins peur, qui est très intelligent. On parlera de la bête du Gévaudan tout à l'heure. D'accord. Et c'est le des Vosges aussi. Vous savez qu'il y a des indemnisations si les moutons sont mangés par les loups, mais quand c'est indirect, si par exemple il y a une panique parce qu'il y a des loups et que tous les moutons tombent dans un ravin, bah là l'indemnisation c'est beaucoup plus compliqué, c'est moins intéressant financièrement, etc. Donc vraiment ça peut poser problème. Mais les amis du loup répondent, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'on réextermine les loups ? À partir du moment où ils sont là, qu'est-ce qu'on veut ? On veut les supprimer totalement, il n'y a pas que l'homme sur Terre, donc c'est un peu irréconciliable. Ce qui est vrai aussi, c'est que les loups ne sont pas la seule menace, c'est peut-être même pas la première menace. La vraie menace, disent les écologistes, la vraie menace contre l'élevage ovin, c'est plutôt la concurrence des pays anglo-saxons. Vous voyez ces images de Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande ? Parce qu'en Nouvelle-Zélande, les conditions sont très favorables pour les moutons. Il n'y a pas de prédateurs, c'est des îles. Ouais. Il n'y en aura jamais des prédateurs. Donc les troupeaux font parfois 30 000 têtes, 30 000. Et les éleveurs peuvent les laisser s'égailler vraiment librement parce que jusqu'au moment où ils arrivent à l'abattoir, oui. Parce qu'il n'y a pas d'hiver là-bas, il fait jamais froid. Donc quand ils arrivent à l'abattoir, eh ben, les agneaux sont beaucoup moins chers que les agneaux français. Même après le transport, quand ils arrivent en France, c'est 7 € le kilo pour le néo-zélandais. Vous voyez ici un porc en Nouvelle-Zélande, 7 € le kilo, alors que le français est au moins à 15. Et là, vous voyez, c'est en Écosse. Eux aussi, ils sont moins chers que nous parce que la livre sterling s'effondre. Donc ça fait que l'agneau britannique est lui aussi moins cher que le nôtre. Donc on est plus cher que tout le monde. C'est ça qui est très embêtant par rapport donc, aux Néo-Zélandais ou aux Écossais. Par conséquent, le nombre d'exploitations en France a diminué de moitié. Il y en avait encore 100 000 aux alentours de l'an 2000 et désormais c'est moins de 50 000 en France. Donc il y a vraiment un gros problème entre les loups, mais surtout la concurrence des pays anglo-saxons. D'autant plus que nous, notre problème, c'est qu'on n'en mange pas assez. On ne mange pas assez d'agneaux, donc les prix sont... Voilà. Non, mais c'est vrai. Par rapport au... Nous, on mange 3 kilos par an et par habitant. Les Anglais, c'est 5 et les Néo-Zélandais, 17. Donc mangeons de l'agneau français, parce qu'il y a une estampille, hein, vous pouvez la chercher, c'est obligatoire. Et puis, nous faisons-nous un petit gigot, pas seulement à Pâques. Voilà, et si vous allez à Bellac, vous pouvez aussi aller du côté de Guéret, dans la Creuse, c'est pas très loin, pour apprivoiser votre peur du loup, parce qu'il y a un parc là-bas dont j'ai oublié le nom, et c'est très intéressant. Ils sont fermés, j'imagine qu'ils mangent pas les moutons. Évidemment. Merci à tous les deux. Allez. C'est Mozart. Un silence en plateau avec un Mozart. Effectivement. On va parler Festival Opéra plein air. C'est la 17e édition de ce festival Henri-Jean Servat. Oui. C'est marrant ce petit décor, ce principe de oui, ce principe. Moi aussi, j'avais fait j'ai mis en scène la Traviata pour les opéras en plein air. Alors chaque année, on demande à quelqu'un qui n'est pas dans du sérail opératique de mettre en scène un opéra. Donc cette année, cela a été demandé à Julie Gaillet, sans savoir qu'en fait, elle avait un passé d'actrice lyrique rentrée, parce qu'elle adorait chanter, en fait, Julie. Alors, elle a accepté ça avec plaisir. Elle a hésité même, hein, je crois. Oui, elle a hésité un petit peu, mais enfin, bon, elle aimait chanter, elle aimait les chanteurs. Ouais. Et alors, on en parle aujourd'hui, pourquoi ? Parce que demain soir, la tournée d'automne reprend. Ils chantent demain soir au château d'Arouet, donc la tournée Les Noces de Figaro, Mozart, mise en scène par Julie Gaillet, chez l'exquise princesse Minnie de Beauvau-Craon. Minnie de Beauvau-Craon. Ça s'écrit Craon, mais on dit Craon. Ça s'écrit Craon. Oui. Voilà, au château d'Arouet. Vous connaissez votre noblesse française. Alors, par cœur. Oui, mais dites-leur où c'est alors, c'est près de Nancy, le château d'Arouet. Près de Nancy. C'est magnifique. C'est un des plus beaux châteaux de France. Alors, ils sont demain soir et samedi soir. Très bien. Et à la suite de ça, après, ils seront pendant 5 jours dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. Alors, en même temps, Julie, elle vit un bonheur élyséen. Et on ne peut pas être plus heureux qu'elle. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais elle vit à bonheur élyséen. Pourquoi ? Parce qu'elle met en scène cet opéra magnifique et parce qu'elle joue au théâtre en même temps. Elle joue, elle répète au Théâtre des Célestins à Lyon
où nous l'avons interviewée et vous êtes allé rencontrée. la rencontrer en Voilà, elle scooter. répète une pièce qui s'appelle Rabbit Hole, qui est mise en scène par Claudia Stavisky, qui est la directrice du Théâtre des Célestins à Lyon. Donc c'est pour ça qu'elle a tout pour être heureuse et contente. Donc je vous invite à retrouver Julie Gailly. Et Julie Gailly, vous verrez, elle a une qualité particulière. Il y a très peu d'actrices qui ont ça. Il y avait Virna Lisi qui avait ça, il y a Magali Noël qui a ça, comme éclairer de l'intérieur. Elle a une peau près de l'opaline moussante, comme ça, un peu mousseuse. Elle est magnifique, éclairée de l'intérieur. Sa peau d'opaline. Quand Terme les grands, ces choses-là sont... Et retrouvons donc Julie et son bonheur élyséen. Voilà, au Célestin. C'est fou de se dire on va mettre en scène un opéra, mais complètement fou. Moi, je ne sais pas quelle folie m'a prise d'accepter, mais c'était merveilleux, merveilleux. Je me suis dit, voilà, il faut que ce soit léger, il faut que les gens, voilà, du bonheur, qu'on ressorte, qu'on ne se soit pas ennuyé, que les enfants comprennent, qu'on ne soit pas obligé de lire les surtitres pour pouvoir comprendre, que ce soit... Je me suis amusée. Et vraiment le plaisir de transmettre aux chanteurs de la direction d'acteurs, de leur raconter. Et voilà. Et puis après... Voilà, moi, j'ai mis les musiciens sur scène. Parce que c'est vrai, quand on va à l'opéra, il y a la fosse. Et que très souvent, je me dis, Jules, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir les deux en même temps. Et là, je me suis dit, je vais mettre les musiciens sur scène. Donc ça, c'était vraiment la première envie de voir les musiciens en même temps que les chanteurs. Et là, vous pouvez voir les deux. Je lâchais sur rien, mais en même temps, pouvoir... emmener tout ce petit monde, avoir de l'énergie, parce qu'il y a aussi les chœurs. Il y a du monde sur scène. Il y a les 12 chœurs, il y a les acteurs, il y a les chanteurs, les interprètes, l'orchestre. Au début, on m'a donné un porte-voix. J'ai fait non, mais on peut utiliser ça. Et ben, je l'ai utilisé, le porte-voix, le micro, tout très fort. Non, c'était. Je me suis découverte une main de fer dans un gant de velours. Est-ce que, Julie, on peut dire que vous avez failli être chanteuse lyrique ? Absolument. J'étais toute jeune, j'ai commencé le chant lyrique et ça a été une révélation. Et c'est ça, je voulais être Maria Callas. Son émotion, c'était son émotion que j'aimais plus que tout. Et donc j'ai chanté encore pendant jusqu'à l'âge de 20-21 ans. Et c'est vraiment au moment où j'ai décidé professionnellement de gagner ma vie, d'être actrice, que j'ai arrêté de chanter. Et là, je n'ai plus jamais chanté. C'était l'un ou l'autre. Peut-être je suis trop entière. Et puis voilà, et puis après, dans les rôles, on m'a fait chanter, donc c'était assez émouvant, mais je chantais comme le rôle, c'était pas moi, Julie, c'était mes personnages qui chantaient. Autre expérience, on le retrouve ici dans le Théâtre des Célestins de Lyon, parce que vous allez jouer une pièce de théâtre. J'avais besoin de sortir et de dire et de crier certaines choses. Et c'est une jeune femme un peu en colère qui prend sur elle et ça explose. C'est ça, vous jouez une jeune femme en colère. Je joue une jeune femme en colère. J'aime le mélange des genres, j'aime me surprendre, ne pas forcément être là où on l'attend. Quand je mettais en scène les opéras en plein air, j'avais beaucoup envie de comédie, de choses légères. Et même là, et c'est ça qui est bien avec les auteurs contemporains américains et au théâtre, c'est de s'amuser tout en étant très profond et en disant des choses parfois très tristes, très dures. Toujours l'humour. L'humour, moi, je crois que c'est la clé. Et pour clore, quel est l'état actuel de votre esprit ? L'état actuel de mon esprit. Heureuse. Épanouie, heureuse. Très heureuse. J'ai beaucoup de chance de faire le métier que j'aime et de toutes ces expériences. Et dans ma vie en général, j'ai beaucoup de chance. Alors, elle est ceci, elle est cela. Je peux vous dire que ça papote en coulisses, en écoutant et en regardant. Et quand je m'autorisais, mon cher Laurent, à dire qu'elle vient bonheur élyséen, je ne parlais que d'une chose. Je disais, dans l'Antiquité, c'était le bonheur, le lieu de tous les délices. C'est ça que je voulais dire, bien évidemment. Personne ne nous écoute. On est tous les deux. Vous l'avez trouvée comment, la Julie Gaillet ? Ah, mais magnifique. Alors, elle a avec elle... C'est vrai qu'elle est toute calme. Heureuse, elle a un labrador épanouie. Elle a un labrador avec elle. Celui de son amoureux, peut-être, mais que non, elle aime les animaux, donc c'est un bon point. Alors, elle répète, donc, je redis, les Noces de Figaro, demain soir et après-demain soir, au château d'Arouet, chez Minnie de Beauvau, la princesse de Beauvau, et elle va jouer, à partir du 13 septembre, Rabbit Hole, au Théâtre des Célestins à Lyon. Et puisqu'on parle d'opéra, on va passer du magnifique château d'Arouet et de la princesse de Beauvau aux Cités, au Blanc-Ménil, où démarre demain soir aussi, et pendant le même temps qu'il y aura de l'opéra en Lorraine, il y a un festival qui s'appelle Symphonie dans l'herbe. Ça veut faire aimer la musique classique et l'opéra aux cités. Dans les cités, ça veut leur faire aimer. Et il y a un programme magnifique avec Jérôme Pillement, qui est le directeur de l'orchestre de Montpellier. Il va leur proposer
une symphonie de Beethoven, le deuxième mouvement d'une symphonie de Beethoven. On va voir l'élixir d'amour de Donizetti et on va voir la mer de Debussy qui va être jouée dans... C'est la première fois, je crois, que la musique classique, 50 musiciens au cœur d'une cité de la banlieue parisienne. Voilà. Tout est dit. Ite Mises, merci. Et vive les noces de Figaro. Et puis merci parce qu'on rigole comme ça, on se marre en coulisses, comme je disais. Mais voilà, mais merci pour cette rencontre sympa et éclairée, effectivement, avec Julie Gaillet. Et Patrice, ça swing dans les pages culturelles de la presse ce matin. Notamment du Parisien, Lollapalooza, Download, Solidays, Rock en scène, autant de festivals de musique parisiens. Mais il y a inflation, il y en a trop, nous dit le Parisien. Et forcément, quand il y en a trop, il y a des gagnants, il y a des perdants. Alors, classement, à l'issue de ces festivals, Solidays arrive en tête, 163 000 spectateurs, Download 120 000, Lollapalooza et Rock en scène 110 000, Fnac Live 90 000, We Love Green 58 000. Mais, classement trompeur, nous dit le Parisien, parce que c'est le premier qui a du souci à se faire. 163 000 cette année pour Solidays, mais 204 000 l'an dernier, ça dégringole. Et We Love Green, qui est dernier de ce classement, a vu son affluence doubler. Et Rock en scène les Rock en scène, ils sont au milieu, ils sont classés troisième avec 110 000. Bah, et de fait, dans le Parisien, les organisateurs de festivals disent que c'est compliqué, notamment à cause de l'inflation en matière de cachets. Par exemple, le festival We Love Green voulait avoir Lana Del Rey. Trop cher, ils n'ont pas pu l'avoir. Et la concurrence est due aussi au débarquement des festivals américains, parce que Lollapalooza et Download, deux festivals que j'ai cités et qui fonctionnent bien, 2e et 3e place, sont des festivals qui viennent des États-Unis, qui sont produits par les Américains, et ça déplaît fortement aux élus parisiens qui menacent de couper les vivres aux autres festivals. Je vais vous dire pourquoi. Solidays a eu 800 000 euros de subvention, Rock en scène 600 000 euros, We Love Green 30 000 euros. Mais si d'aventure, comme on l'entend dire parfois, l'un de ces festivals français s'acoquinait avec les Américains, il est question que les uns rentrent dans le capital des autres et les autres dans le capital. À ce moment-là, Valérie Pécresse a prévenu, moi, je coupe les vivres. Voilà. C'est-à-dire ce matin dans le Parisien. On connaît la musique, mais quand même. Alors moi, je pensais, c'est marrant qu'il y aurait une baisse de fréquentation éventuellement en raison des risques d'attentats, de problèmes de sécurité. Ça, c'est parti. Il y a du monde, il y a toujours autant de monde. Bon. Alors, un mot d'architecture. Oui. Regardez cette photo. C'est un projet qui va voir le jour à Bordeaux. Une tour de 57 mètres, la plus élevée d'Europe, mais dans son genre. Pourquoi ? Parce qu'elle est en bois, 100% en bois. Voilà ce qu'il va y avoir bientôt à Bordeaux. Alors, dans l'Express, vous verrez un dossier passionnant sur la folie des gratte-ciel en bois. Désormais, on construit en bois. Il paraît que c'est aussi simple qu'un Lego grâce à une technique qui s'appelle CLT, Cross Laminated Timber. J'espère que je l'ai bien dit. En fait, c'est du lamellé-collé ? Comment ? C'est du lamellé-collé, non ? Oui, c'est-à-dire que ça a été inventé en 1946, le procédé par un ingénieur français, et ça consiste effectivement à croiser et à coller des lamelles de bois. Et c'est plus résistant que l'acier et le béton, peut-on lire dans l'Express. Alors ça ouvre des perspectives étonnantes. En cas d'incendie. Regardez les perspectives que ça ouvre. Regardez cette idée, elle est coréenne. Au creux d'un séquoia géant, ils veulent sculpter une tour. C'est magnifique. Donc ils veulent faire ça en Californie. Et alors ce qui est étonnant, c'est que l'idée est respectueuse de ces hôtes majestueux que sont les arbres, parce que l'arbre continuerait à vivre, les habitations n'occuperaient que les parties vides de l'arbre. Il y a des parties vides dans les troncs de ces arbres, et en plus ça permettrait de renforcer la structure naturelle de l'arbre, nous dit-on. Voilà, dossier passionnant dans l'Express. Puisqu'on parle d'architecture, toujours, je voudrais signaler la sortie de cette merveille aux éditions Taschen, 100 bâtiments contemporains en briques. Et là, on en revient au b.a.-ba du métier, puisque, Mies van der Rohe, immense architecte, disait que l'architecture commence quand vous assemblez prudemment 2 briques, c'est là que ça commence, disait-il. Et puis 2, les briques crues séchées au soleil, ça remonte quand même à 7500 avant Jésus-Christ. Les premières ont été découvertes, devinez où ? En Syrie. Et alors là, ce ne sont pas 2, mais des milliers de briques qu'il faut assembler pour faire un bâtiment. Des bâtiments parfois étonnants, parfois somptueux. Pour une brique, on n'a plus rien. De toute façon. Et de toutes les couleurs. Car la brique n'est pas toujours de couleur brique, j'allais dire. Alors à droite, vous avez un musée en Chine, et puis à gauche, un centre culturel en Afrique du Sud. Voilà, le livre est signé Philippe Jordidio. Et puis, juste 15 secondes. Allez, 10. Je ne vous le montre pas, c'était gênant en sa présence, mais Henri-Jean Servat signe un papier époustouflant dans Match sur Mireille d'Arc. J'en dis pas plus, allez le lire. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Merci, Patrice.
Ah non, on me fait signe et on me dit dans l'oreillette qu'effectivement il y a Olivia, mais je la vois pas, elle est derrière toutes les caméras là-bas, est en train de pianoter sur son ordi. Oui, parce que vous avez trouvé une info assez sympa, enfin sympa façon de parler, plutôt piquante au Brésil. Oui, au Brésil, où on lutte contre le Zika, le chikungunya et la dengue, avec des moustiques, des millions de moustiques qui ont été lâchés à Rio cette semaine. Vous avez bien entendu. En fait, ces moustiques, ils sont un peu particuliers. Ils sont porteurs d'une bactérie qui réduit la capacité de l'insecte à transmettre ces virus. L'objectif, c'est que